Bonjour et bienvenue à la troisième collab du balado cybercitoyen et Polysécure. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper et Nicolas Loïc. Allô les gars, ça va bien? Salut! Très bien, toi? Oui, ça va très bien. Malgré l'apocalypse dans les nouvelles dans les derniers jours, dont on va faire un peu le tour aujourd'hui. En fait, il se passe tellement de choses que on a eu de la difficulté à choisir les sujets de ce soir. Il y en avait trop. On aurait probablement pu faire 3 heures d'épisode sur les choses qui se sont passées depuis notre dernière collab. Mais je propose qu'on commence par un peu un follow-up de ce qu'on avait jasé la dernière fois. Et donc, le fiasco qui est Doge, en fait, avec maintenant là, les annonces avec un lanceur d'alerte qui a pointé des signes que peut-être que finalement les choses qu'on théorisait étaient possibles au dernier épisode, en fait, se sont peut-être passées pour de vrai. Sam, est-ce que tu veux nous couvrir un peu là, les grandes lignes de cette histoire-là? Oui, mais c'est un article qui a été publié par NPR, qui est la radio publique là, aux États-Unis. Ça a été publié là, à la mi-avril. C'est vraiment un assez long texte, mais vraiment, parce que c'est rare de voir un texte aller autant dans les détails pour un public, grand public, là, puis de voir quand même des concepts là, de cybersécurité assez pointus, vulgarisés là, de cette façon-là. Mais en gros, l'histoire, c'est que Doge est arrivé au mois de mars dans le département, c'est le National Labor Relations Board. En gros, c'est une agence fédérale indépendante qui s'occupe des relations de travail. Donc, si, par exemple, tu veux faire un vote d'accréditation pour syndicaliser ton lieu de travail, ben, c'est le NLRB qui va superviser ce processus-là. S'il y a des problèmes avec ton employeur qui respecte pas, je sais pas, il paye pas tes heures, il respecte pas les conditions de travail minimales, c'est le NLRB là, qui va s'occuper de ça. Donc, ils font des enquêtes, ils ont des juges là, qui peuvent rendre des décisions, puis ils s'occupent aussi d'appliquer les décisions des juges, etc. Donc, c'est quand même une agence importante, fait que les dudes du Doge sont arrivés là, puis la première chose qu'ils ont demandé, c'était d'avoir un accès total. Donc, ils voulaient l'accès admin, tenant owner, je pense que c'est le terme qui est utilisé dans le texte. Puis quand le service de IT, donc informatique, leur a dit, ben, on a un processus pour ça, mais ce processus-là aurait fait en sorte que leurs actions auraient été supervisées. Donc, il y aurait une journalisation là, des logs là, sur ce qu'ils faisaient sur le système. Ils se sont fait dire, non, vous n'allez pas nous empêcher de faire notre travail. Et donc, ils ont eu un accès total, mais sans aucun log. Donc, les logs étaient fermés, fait que personne ne savait ce qu'ils faisaient là-dessus. Finalement, il y a un homme qui avait commencé à travailler là, je pense, 6 mois avant la dernière élection, mais qui était comme tout nouveau dans le département. C'est un gars qui avait l'air bien passionné par la cybersécurité. Puis quand que les gars du Doge sont partis, il a commencé à regarder un peu les artefacts pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qu'il a découvert l'a surpris, comme diraient les youtubeurs. Donc, la première chose, c'était que, ben c'est ça, l'espèce d'absence là, de log. Puis il a remarqué aussi qu'il y avait des données, à peu près 10 gigs de données qui ont été exfiltrées. Puis là, il dit, je suis incapable de savoir exactement qu'est-ce qui a été sorti. C'est-tu juste des fichiers texte? C'est-tu du texte comprimé? J'ai aucune idée. Mais on sait qu'il y a à peu près 10 gigs qui seraient sortis. Puis c'est d'un système particulier qui contient des données qui normalement ne sont pas publiques. Parce que il y a beaucoup de choses dans ce département-là qui, après un certain temps, vont être rendues publiques. Mais là, on parle, par exemple, des noms des personnes qui essayent de syndicaliser une entreprise. On parle même des fois de propriété intellectuelle. Je sais pas, par exemple, une entreprise accuse un employé d'avoir volé son IP. À ce moment-là, ben, l'entreprise, des fois, elle doit montrer ça au NLRB. Regarde, ça, c'est notre, c'est ça nous appartient. Puis ça, c'est comme une preuve qui va être utilisée en cours pour prouver leurs allégations. Ben, il y a tout ça dans ce système-là. Ben, là, il y a quelqu'un qui est parti avec. En tout cas, qui est parti avec une partie de ça vers l'extérieur. Puis je veux dire, on va même dans le texte explique là, que les personnes ont utilisé même des techniques de hacking, là, comme du DNS tunneling. Donc, c'est d'utiliser les requêtes DNS, là, qui est comme un peu le bottin. C'est comme utiliser le bottin de l'Internet là, pour exfiltrer des données là, par petites bouchées, tranquillement, pour pas que ça paraisse. Là. C'est fou. Ça c'est déjà... moi, je trouve que ça pue. Tu sais, genre d'utiliser des techniques louches comme ça pour sortir de l'information que tu es allé chercher, que normalement, si tu avais été légitime, tu aurais pris ta clé USB et tu serais sorti de ça. Là, tu utilises des affaires louches
qui sont utilisés pour masquer le fait que tu as fait quelque chose que tu n'étais pas supposé. Ça, pour moi, c'est un facteur aggravant à ce qu'ils savaient, ce qu'ils faisaient. Ouais. En plus, là, on peut pas dire non, ils savaient pas, par erreur, ils ont cette information. Là, ils ont posé un geste concret. Pour faire de l'exfiltration de données, essentiellement. Pour faire de l'exfiltration de données, là. Puis c'est pas facile de faire du DNS tunneling comme ça, tu sais, genre. Ça arrive pas par accident, là. Non, mes parents seront pas capables de faire ça, là. Tu sais, ça, comme tu tombes pas par terre, oups, j'ai fait du DNS, non. Il faut un geste volontaire et sérieux et avec une connaissance technique, quand même, qui est pas anodine, là. C'est ça, j'en reviens, c'est pas mes parents qui vont faire ça. Oups, j'ai fait du DNS tunneling. Non. L'autre détail que j'ai trouvé vraiment drôle et inquiétant en même temps, le lanceur d'alerte dit qu'il est allé sur la page GitHub d'une des personnes responsables là, du Doge qui était là, du nom de Jordan Wick. Puis qu'à ce moment-là, son profil GitHub, c'est un site web où les gens peuvent partager du code. Fait que si tu travailles sur un projet, tu peux mettre là, ton code source là-dessus. Puis tu vas avoir des repositoires publics et privés. Il y en avait un qui était public au début, qui s'appelait NXGen BDOR Extract. Puis NXGen, c'est le nom de cette voûte de données qui ne devrait pas sortir du NLRB. Puis BDOR, lui s'est dit, c'est quoi? C'est un backdoor, donc une porte dérobée pour mon système de NXGen. Puis, attends, ça s'appelait BDOR? Oui, NXGen, qui était le nom de la voûte. BDOR Extract. Puis après ça, le gars, il l'a rendu privé parce qu'il a dû se dire, ah ouais, c'est peut-être pas une bonne idée que je laisse ça public. Mais en même temps, t'exfiltres des données super critiques d'un truc gouvernemental, puis ton programme pour le faire, tu le laisses public sur Internet. En tout cas, c'est pas hallucinant quand même. C'est clairement pas des professionnels, hein. Là, rendu là. Je sens moi. Mais en fait, tu vois, je lisais l'article justement, puis on parle des données spécifiques là, qui ont été exfiltrées. Des informations là, sur les syndicats, les votes, des trucs dans des enquêtes privées, des lanceurs d'alerte qui ont dit des informations confidentielles. Personnellement, je trouve ça particulièrement inquiétant dans le contexte politique en ce moment où est-ce que aujourd'hui, je pense que c'était aujourd'hui ou hier, où est-ce que Trump parlait que la prochaine étape pour la déportation, c'était des citoyens. Que ça a été mentionné qu'il allait falloir construire plus de prisons pour déporter les citoyens, qu'il y avait la mention de justement les gens qui n'étaient pas d'accord, qui s'opposaient. C'est un peu inquiétant, sachant qu'il y a un gouvernement qui fait ce genre de menaces-là, de déporter essentiellement des gens, des citoyens sans due process, qui ont accès à ce genre de données-là, qui sont théoriquement des gens qui ont peut-être été en opposition avec des grandes corporations, des gouvernements, etc. Mais depuis le début, c'est inquiétant. Depuis que Doge est rentré, tout le fait, puis je l'avais mentionné justement la dernière fois, tout le fait d'extraire ces informations-là, autant au niveau des IRS, là, c'est du labor, ils font un peu partout. C'est la vie privée de tous les citoyens américains qui sont mis dans les mains de gens qui, clairement, ont mis sur GitHub une affaire. Fait que tu vois à quel point le degré de professionnalisme de ces gens-là, à quel point ils ont une très fine connaissance des processus en cybersécurité. Donc, on voit clairement qu'ils manipulent avec soin nos données. Pas nos données, mais les données des Américains. Fait que là, c'est dans ces mains-là que ces données-là de tous les citoyens. Puis, à ce moment-ci, je suis très content de ne pas être un citoyen américain parce que là, c'est ma vie entière avec l'État qui est dans les mains de gens qui, en apparence, n'ont aucun scrupule. Et en plus, des dirigeants qui se cachent plus de vouloir faire du nettoyage social d'une façon ou d'une autre. Au début, ils l'ont caché sur des axes de criminels, immigrants, machin. Là, ça. Ils font beaucoup de théâtre avec ça, qu'on avait mentionné aussi la dernière fois. Oui. Mais là, on est rendu dans un contexte où ils vont aller plus loin que juste ces images-là, beaucoup plus. Puis ça demeure inquiétant. Moi, j'ose même pas aller aux États-Unis à l'heure actuelle. D'un coup, que je me ramasse au Salvador sans le savoir pourquoi je suis là. Tu sais, d'un coup, du jour au lendemain, pouf, je me réveille au Salvador. Qu'est-ce que je fais là? Mais s'il n'y a pas de processus, s'il n'y a pas de façon de se défendre, s'il n'y a pas de façon d'être récupéré une fois que c'est arrivé, effectivement, je pense que il y a beaucoup de pays qui ont mis à jour
leur avis de voyage aux États-Unis en ce moment. Il y a eu des incidents avec des citoyens qui sont éventuellement revenus au pays, mais ils ont été retenus pendant plusieurs jours dans des centres de détention. Fait que, définitivement, de mettre en commun toutes ces données-là ultra sensibles sont dans les mains de gens qui menacent activement, effectivement, de punir les gens qui hallucinent, qui sont contre eux. On s'entend que c'est comme... pour moi, je trouve ça terrorisant, puis j'ai l'impression que... En fait, une des choses qui me choque, c'est à quel point ça va beaucoup plus vite que j'aurais pensé. Toute cette escalade de cette situation-là aux États-Unis, je pensais que ça allait prendre 1 an, 2 ans peut-être, mais comme c'est une question de semaines, en fait, là, depuis le début de quelques mois à peine, puis on est déjà rendu à cette étape-là, ça va vite. C'est inquiétant parce que je pense pas que c'est la dernière nouvelle qu'on va avoir de ce genre-là, de potentiel backdoor, de données exfiltrées avec des processus louches. Non, puis je suis très inquiet. Puis moi, d'un côté, je suis pas surpris que ça se fasse vite parce que j'ai l'impression qu'ils sont pressés d'exécuter quelque chose. Il y a comme une idée de... Ils ont comme un échéance, puis on peur que le momentum descende. Fait que c'est l'inverse. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont pressés. Mais j'aimerais ça entendre, Sam, parce que toi, tu es beaucoup plus dans les milieux de radicalisation. Toi, c'est ton pain et ton beurre, essentiellement, de les regarder puis de les analyser. Toi, comment tu vois ça, cette vitesse-là, puis cette façon de radicalisation assez importante puis c'est que d'une certaine couche de dirigeants américains? Parce que si on regarde le grassroots, le terrain, ça dit pas la même chose que ce qui se passe en haut. Fait que comment, toi, de ta lorgnette, comment tu vois ça? Ben, je sors sur Pivot un article demain là, sur une conférence qui a lieu au Canada, mais il y a plusieurs conférenciers qui sont venus parler, qui est impliqué dans le America First Policy Institute, qui était un think tank qui a été créé en 2020, donc suite à la défaite de Trump. C'est plein d'anciens staffers, là, donc des anciens membres de son cabinet à différents niveaux. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ben, la prochaine fois, on va réussir à mettre en pratique notre agenda, on va réussir à le faire. Les médias ont beaucoup parlé du Heritage Foundation, puis leur projet 2025. Celui-là, Trump s'en est dissocié parce que ça avait beaucoup de mauvaise presse. Finalement, il a quand même mis en application plusieurs de leurs recommandations. Puis l'autre, le America First Policy, c'est la même affaire. C'est un compétiteur qui a pas mal les mêmes idées, mais qui a réussi à être beaucoup plus... qui a réussi à rester sous le radar. Donc, à ce moment-là, ça a moins paru. Puis, en gros, ces gens-là avaient des employés prêts à entrer en fonction dès le départ. Puis ce que j'ai vu, c'est que ces organisations donnaient des formations là, avant même la victoire de Trump en disant, ben, quand vous allez rentrer en poste, les fonctionnaires, ça va être vos ennemis. Si vous rentrez, puis ils leur donnaient comme des tactiques puis des stratégies pour agir un peu comme en terrain conquis. Là. Fait comment tu fais là, pour te dépêcher, mettre du monde à la porte, virer ceux que tu penses qui vont pas suivre, puis comment réussir à faire appliquer rapidement l'agenda. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi qu'on voit toutes sortes de choses qui arrivent un peu en même temps. C'est ça. Il y avait une préparation qui était pas là la dernière fois. On voit encore plein d'improvisations puis des choses weird. Tu sais, que les tarifs font... Tu sais, quelqu'un... Tu sais, c'est un peu absurde, là. Puis, tu sais, je suis pas économiste, là. Fait que, tu sais, peut-être que c'est super logique puis que c'est juste moi qui le comprends pas, là, mais... Non, mais je pense que les économistes publiquement disent qu'ils comprennent pas plus que... Il n'y a pas grand monde qui comprenne ce qui se passe actuellement. Puis, tu sais, au moment où on enregistre, il était annoncé qu'il montait à 254 de tarifs avec... Fait que, bref, il y a comme des notions là-dedans qui dépassent du moins la logique. Puis même les spécialistes ne comprennent pas plus ce qui se passe au niveau des tarifs, là. Ouais. Puis je pense que il y a aussi plusieurs agendas un peu concurrents qui jouent en même temps. On sait que, par exemple, un des hauts placés, Stephen Miller, lui, c'est l'immigration puis les déportations. Fait que lui, c'est là-dessus qu'il fait, puis ça, c'est ça son mandat. Doge, c'est autre chose. Puis il y a une partie au début qui c'était sous couvert de sauver de l'argent, mais c'est plus vraiment ça. En tout cas, fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va savoir après parce qu'on va réaliser que finalement, c'était des trucs un peu incohérents parce que c'était du monde qui faisait chacun ce qu'il pouvait jusqu'à ce que Trump s'écarte. C'est un peu...
il y a une certaine absurdité, mais je pense qu'il faut pas chercher tout le temps la logique parce que je pense que derrière tout ça, il y a c'est la puissance et l'autorité qui est le but. C'est le pouvoir qui est le but, là. C'est pas la logique. Non. La logique est irrelevant, en fait, j'ai l'impression, dans le... Ben, du moins, la logique qui, pour nous, résonne, parce que, tu sais, pour eux, tu sais, ça vient toujours d'eux autres, dans leur logique à eux, ça fonctionne. Mais comme nous, on aborde la société, la relation avec les autres, les façons comme ça, ce qu'ils font, c'est d'une absurdité et ça n'a aucun sens. Mais c'est comment eux autres voient le monde, puis ce qui est un peu plus troublant, puis on va regarder comme Vance, par exemple, à quel point il a pivoté à quelque chose de relativement modéré à devenir complètement extrémiste maintenant. Musk, c'était la même chose. Il était même modéré. Même à une époque, il voulait sauver la planète avec ses autos électriques. Et maintenant, il se met les deux mains dans toutes les grandes institutions américaines. Fait qu'il y a eu comme un pivot de gens avec des bonnes volontés qui, pour nous, sont alignés avec nos valeurs d'humanisme et ainsi de suite, à des mégalomanes un peu cinglés avec une vision du monde qui ne fait pas de sens. Mais je pense que c'est la vision du culte, là. Tu sais, je regardais un peu des vidéos, puis tu sais, en ce moment, il y a des gens qui essaient de ramener des gens qui sont un peu dans l'extrême en leur disant, tu comprends que Jésus serait déporté, right? Si, comme, il est rentré aux États-Unis. Puis, il y a des gens qui sont tellement dans le culte, qui se prétendent être religieux, qui allaient débattre, ben, il y avait juste à venir au pays légalement, puis je suis comme, what? Quand t'es rendu tellement loin dans le culte que... Mais pourtant, c'est des gens qui se disent ultra religieux aussi. Ou est-ce que t'es rendu à juste comme deny ta propre religion au profit du culte de Donald Trump pour supporter ses politiques? C'est quand même assez next level, là. Quand t'es rendu à argumenter, moi, je serais correct avec le fait que Jésus soit déporté. C'est hallucinant parce que c'est rendu tellement loin dans la pensée, puis je pense qu'il y a plus rien qui a besoin de faire de la logique dans cet univers-là. Il y a plus rien tant que ton Dieu qui est rendu Donald Trump dit quelque chose, c'est la vérité, point. Peu importe comment ça s'aligne avec la réalité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont rendus là dans leur façon d'interpréter le monde. Ça a été un peu ça, puis ça a été probablement une des raisons qui fait que Trump est là, parce que, puis c'est une autre chose que j'ai écoutée aujourd'hui, c'est dans la mesure où ça t'affecte pas toi, tu t'en fous. C'est-à-dire à quel point on a une indifférence aux autres. En tout cas, du moins d'un point de vue, si on regarde les Américains, là, mais je pense que c'est un mouvement avec plus de fond dans l'ensemble de l'Occident, du moins, où tant que ça t'affecte pas toi, tu t'en fous. Fait que tu t'en fous que l'autre se fasse déporter, tu t'en fous que ça affecte les autres gens, tant que ça affecte pas toi, tu vas fermer les yeux, puis un peu comme tu mentionnes. Puis c'est une autre interprétation de ça, dans la mesure où moi, je continue à manger, moi, j'ai mon toit sur ma tête, que mon voisin se fasse déporter, mais ça me dérange pas. Puis c'est d'autant plus déprimant, puis un peu en rajouter un peu plus par rapport à ce que tu dis, sur l'état de notre société. On se fout de notre prochain. Puis si on va dans l'aspect religieux en plus, où on va prendre le christianisme, on est toujours supposé se préoccuper de notre prochain. Puis là, c'est dire, oui, ils vont déporter Jésus, ben je m'en fous. Ça fait que là, c'est une monstruosité sociale qu'on est en train de construire à l'heure actuelle. Fait que moi, je suis ultra inquiet. Déjà que les humains en général m'inquiètent, là, je suis encore d'autant plus inquiet que on n'a même plus cette façon-là de se préoccuper de son prochain pour justement assurer une cohésion sociale. Puis c'est ça qui assure la cohésion, en tout cas à mon point de vue, assure la cohésion sociale, c'est on se préoccupe de son prochain. Quand on est juste dans l'individualisme extrême, le tissu social, pour moi, s'effrite. Mais là, il peut pas survivre, point. Si tu veux pas payer de taxes pour fournir une lumière au coin de ta rue, comme tu peux pas maintenir une société si tout le monde est là avec des guns à attendre que si quelqu'un vient te demander une tasse de sucre, tu le shootes d'en face, là, ça marche pas. Une société peut pas survivre à ce genre d'hyper-individualisme, pis cette peur, pis cette hargne-là. C'est sûr que non, c'est triste. Changeons de sujet. Mais en fait, notre prochain sujet, il est kind of aligné avec la chose. C'était le fait que le gouvernement avait annoncé qu'il allait arrêter de financer le fameux catalogue là, de CVA. Fait que, Nicolas Levic, est-ce que tu veux nous mettre en contexte un peu sur cette nouvelle-là? Oui, en l'espace de 24 heures, on a eu tout et son contraire. Clairement, l'administration américaine est de cette nature-là. Un jour, on a des tarifs, le lendemain, on n'en a plus, ou ils ont changé. Justement, ce registre-là qui est entretenu par le MITRE
Puis le MITRE, il faut comprendre que c'est une organisation indépendante qui est financée par des fonds publics majoritairement. Ils ne font pas que de la cyber, ils font beaucoup d'autres choses que ça, mais la cyber en fait partie, puis les CVE est un des éléments, un des programmes qu'ils ont, dans lequel qui est financé par de l'argent public américain pour maintenir ce registre-là. Ce qui a été fait, c'est que le bailleur de fonds qui est en arrière, je pense que c'est le DHS dans ce cas-ci, a dit, on coupe les budgets pour entretenir ces éléments-là. Donc, à partir je pense que c'est 16 avril, donc aujourd'hui, quand on enregistre, il n'y a plus de budget, plus rien. En réaction, le MITRE, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le contenu actuel et ils l'ont déposé sur GitHub, justement pour pas que cette information se perde. Cependant, en 24 heures, puis c'est probablement pour ça qu'il y a eu un renversement très important de décision. Le DHS a prolongé de 11 mois le financement, de ce que j'ai lu. Et là, c'est une bonne nouvelle en soi, mais c'est pas une bonne nouvelle pour la pérennité globale. Et c'est aussi une question pour moi, à savoir, est-ce que c'est né qu'aux Américains de financer ce genre de choses? Parce que là, puis en plus, le MITRE est un organisme relativement autonome, c'est pas un organe du gouvernement américain. Donc, à ce moment-là, on pourrait considérer que d'autres pays ou d'autres conglomérats qu'on va prendre comme l'Union européenne pourraient investir là-dedans et financer une partie de cet élément-là qui est un bien public. Et pourquoi c'est important? Les CVE, c'est le registre des vulnérabilités, toutes plateformes confondues, tout logiciel confondu. Donc, comme expert en cybersécurité, c'est très important d'avoir ce registre-là, cet annuaire-là, qui nous permet d'avoir une référence unique pour être capable de dialoguer entre nous autres de façon cohérente, d'être capable d'avoir des outils pour analyser la posture de nos systèmes. Donc, d'avoir ce registre-là de problèmes qui affectent les infrastructures qu'on essaie de protéger aussi. Puis c'est dans un effort de protection qui est comme ça. Puis j'ai l'impression en l'occurrence, il y a des voix de personnes très respectées aux États-Unis en cyber qui ont sorti des blogs, ont publié sur LinkedIn, ont énormément fait de bruit, qui à terme, je crois, a brassé suffisamment pour que le DHS revienne sur sa décision, ou le gouvernement américain, somme toute, revienne sur sa décision temporairement pour maintenir ce registre-là qui va nous ramener. Ce registre-là a à peu près 25 ans, si ma mémoire est bonne. Ça fait 25 ans qu'on a une façon commune de nommer ces vulnérabilités-là et qui nous aide à avancer. Avant, c'était le Far West, on nommait ça comme n'importe comment, et on n'avait pas d'outils. Puis là, on met dans les mains de différents groupes industriels faire ce genre de choses-là. Fait qu'à un moment donné, il y avait des choses qui... C'est ça, puis ça, on remonte il y a 25 ans. On va dans une époque où les gens menaçaient régulièrement de divulguer s'il n'y avait pas de correctif. Il y avait comme un peu le Far West au niveau du paysage des vulnérabilités, puis comment les chercheurs en cyber agissaient aussi. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nécessairement très honnêtes dans leur façon, ou très bons joueurs, là, qui publiaient sauvagement des vulnérabilités, des choses comme ça. Fait que ça l'a tout venu réguler, venir structurer, tout amener cet univers-là dans lequel on a une certaine maturité maintenant qui a failli passer à la trappe le 15, puis qui, par magie, a une petite continuité. À minuit moins une. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont curieux de toute cette histoire-là du Far West, des vulnérabilités, etc., le livre This is how they tell me the world ends est super intéressant. Là, puis c'est un peu un travail d'une journaliste qui couvre un peu le début des programmes des bounty hunters, puis comment ça fonctionnait, comment les corporations ont émergé là-dessus. C'est vraiment intéressant, parenthèse. Puis je reviens sur le point de, comme justement, le fait, est-ce qu'il y aurait un chemin pour préparer, mettons, les 11 prochains mois, puis le après ce financement-là, parce qu'on s'entend que, tu sais, on en a parlé il y a comme 5 minutes, l'administration est peut-être pas la plus stable. Il y a rien qui dit que dans une semaine, ils décident que finalement, ça sera pas 11 mois, ça sera comme terminé, point. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Comme communauté, comme... Il y a beaucoup dans 24 heures, c'est très court, fait qu'il n'y a pas eu tant de place à une réflexion globale à ce sens-là. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été lancées, justement, comme je mentionnais, que d'autres pays ou des groupes de pays comme l'Union européenne pourraient venir contribuer. Oui. Le ENISA, entre autres, oui. ENISA, oui, c'est l'organe de l'Europe, pourrait venir s'impliquer là-dedans. C'est pas, à mon sens, pas de mauvaise chose. C'est pas juste, tant qu'à moi, c'est pas juste aux Américains de porter tout le fardeau de ces éléments-là.
Je sais que certains Américains sont très fiers de cette institution-là, donc ils aimeraient ça que le gouvernement américain continue à investir parce que pour eux, c'est le flambeau de l'innovation technologique, donc incidemment d'avoir le maître qui fait ça. Fait qu'il y a une continuité dans cette réflexion-là. Les groupes communautaires pourraient participer, mais ça, il y a plus ou moins de stabilité là-dedans. Le problème, quand c'est des choses non payées, ben ça va comme ça va. Donc, des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Donc, on a une certaine instabilité associée à ce genre de choses-là. Puis les grandes corporations ne sont pas nécessairement les meilleurs joueurs là-dedans, parce qu'on se rappelle, tu parlais des bug hunters, puis ce qui était fin des années 90, début 2000, ben, c'était le Far West parce que les grandes corporations n'étaient pas nécessairement de très grands collaborateurs dans cet univers-là. Donc, on ne peut pas espérer que du jour au lendemain, même si les choses ont beaucoup changé depuis 25 ans, le fait de vouloir cacher, parce que ça arrive encore, de cacher des vulnérabilités, puis même de nos jours, c'est encore étonnant. Il y a encore des compagnies qui envoient des mises en demeure, qui font des menaces, quand il y a des divulgations comme ça qui sont faites. Fait que je peux pas m'attendre que sur un horizon de 5 ans, on reviendra pas comme c'était au début des années 2000 si on n'a pas un organisme public. Puis ça revient toujours à ça. Puis pour moi, l'État est le grand stabilisateur. L'État est là pour veiller au bien de tous. Et dans ce cas-ci, c'est un exemple de ce genre de choses-là. Puis l'autre chose qui a été détruite par les Américains, puis qui normalement aurait dû faire la même chose que en l'occurrence ça, c'est l'espèce de board qui venait analyser les grandes vulnérabilités majeures. Il y avait des joueurs de l'industrie, du privé, il y avait toutes des choses là-dessus. Comme ils font en aviation, quand il y a un incident, il y a une investigation, mais ils avaient fait la même chose. Puis c'est fantastique, ce genre de choses-là. Puis là, c'était sous couvert par le gouvernement américain, en l'occurrence. C'est pour ça qu'ils ont tiré la plug, parce que ça mettait un peu d'embarras, ces choses, mais c'était très intéressant, parce que d'un point de vue collectif, c'est le bien de tous. On est rendu à un point où c'est quasiment plus grave que l'Internet tombe en panne, ou il y a devenu plus majeur qu'un pont tombe, ou qu'un avion tombe, en termes de dommages social. Je pense qu'on est rendu sur le point de bascule que les infrastructures physiques ont quasi moins d'importance que s'il n'y a plus d'Internet. Je suis pas mal sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont mourir secs s'il n'y a plus d'Internet à l'heure actuelle. Donc, on est rendu dans un univers où ça devient d'autant plus important que l'espace public, mais encore une fois, moi, je ne crois pas que ça devrait être que les Américains qui fassent ça, que ça devrait être tous les pays à travers ça devrait être mené genre par l'ONU ou une branche comme de cette nature-là qui devrait porter ce genre d'élément, le point de vue à quel point c'est majeur comme élément structurant social à l'heure actuelle. Sinon, on va commencer à avoir des silex et on va s'allumer des feux. Là. Mais pour le registre des CVE, je suis d'accord là, que ça devrait être une gouvernance plus internationale, serait vraiment plus intéressante. Le CSRB, le Cybersecurity Review Board, l'avantage d'être aux États-Unis, c'est qu'il y avait le pouvoir de faire témoigner des compagnies américaines. Là. Si c'est un truc en Europe, bonne chance de faire venir le PDG de Microsoft pour lui crier après qu'il ne prend pas la sécurité au sérieux. Là. C'est plus difficile probablement à ce moment-là, mais... Ben, je suis encore dans un contexte international. Moi, je pense pas que ça va être l'Europe qui doit le porter. Mais je pense que c'est une chose qui doit être portée à l'international. Et donc, incidemment, il y a un pouvoir de contrainte d'amener les gens à venir des grandes corporations, peu importe le pays dans lequel ils sont. Et là, c'est parce qu'on est encore, puis tant qu'à moi, dans un point de pivot, parce que là, les États-Unis sont encore champions en technologie. Je pense qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle, le pôle va s'en aller ailleurs. Puis je pense que le pôle s'en va probablement en Chine. Donc, on s'en va dans un con. Les signes pointent vers là, disons. Mais je peux me tromper. Tu sais, il y a 30 ans, on disait que le dragon va se réveiller, ça va devenir la plus grande puissance mondiale. Il y a 30 ans, puis c'est jamais vraiment arrivé non plus. Donc, est-ce que je dis ça maintenant? Ben, dans 5 ans, on va dire non, tu t'es trompé, puis ça serait pas impossible. Puis, tu sais, ça pourrait être l'Inde qui se réveille, puis ça sera pas la Chine qui devienne. Fait que, tu sais, bon, bref. Mais les Américains, de l'action du gouvernement actuel, vont perdre les investissements majeurs en technologie, ce qui les mène chef de file, parce que l'instabilité n'est pas favorable à la recherche, n'est pas favorable à l'innovation, n'est pas favorable à grand-chose, finalement. Donc, si c'est ça, puis c'est ça que le milieu des technologies représente,
ben, si on enlève le terreau fertile qui permet à ces gens-là de prospérer, ben, ça va s'atténuer. Et par ailleurs, regardez, c'est quoi tous les VP puis les CEO des grandes corporations américaines en technologie. Il n'y a pas tant d'Américains que ça, pure laine, qui s'y trouvent, sont souvent des gens de d'autres nationalités et qui ont probablement un passeport double. Donc, ils sont prêts à s'en aller. Quand l'eau va devenir trop chaude. Peut-être, mais... mais c'est sûr, le CEO de Google, c'est un Indien. Je pense que tous ces VP, ou probablement la majorité de ces VP, c'est tous des Indiens. Donc, peut-être que je me trompe que c'est la Chine, c'est peut-être l'Inde qui va reprendre le lead après parce qu'ils vont tout prendre ce qu'ils ont connaissent tous les gens, les sachants aux États-Unis, ils vont tous les ramener en Inde. Et ciao, bye, les États-Unis, vous n'avez plus de connaissances. Hein. Mais, tu sais, comme dans le fond, ce que tu décris, c'est un peu le concept du brain drain, où est-ce que quand il arrive des situations comme ça, généralement, les gens qui sont éduqués, qui ont des connaissances, qui ont les moyens financiers, sont les premiers à s'en aller, effectivement. Puis, ben, tu sais, mettons qu'on sort du contexte technologique, là, on l'a vu qu'il commence à y avoir des vagues d'universitaires qui se sauvent du pays en ce moment. Je pense pas que la dernière nouvelle de Harvard qui se fait couper le financement par le gouvernement va aider à la situation. J'ai l'impression que ça va probablement faire peur à beaucoup de gens qui sont justement dans l'académique, dans la recherche, dans l'innovation. Fait que c'est sûr qu'au niveau innovation, ce serait quoi la traduction française de brain drain? Genre, drainer les cerveaux. drainer le savoir. L'exode des cerveaux. Que l'exode des cerveaux va éventuellement nuire à l'innovation puis va définitivement plonger, les États-Unis vont perdre. Puis même sans exode, pendant longtemps, les États-Unis profitaient d'un effet d'attraction, d'attirer les cerveaux de partout ailleurs. Là. Puis là, c'est comme peut-être moins tentant d'aller emmener son cerveau là-bas. Là. J'hésite, là, mettons ça. Je veux même pas amener mes cheveux là-bas. Mais on regarde, on a un exemple pour prendre, Catherine, ce que tu disais, l'exemple le plus récent, la Russie, ce qui est arrivé quand la guerre s'est déclarée. On l'a vu, là, ça a été quasi instantané. Tous les gens qui avaient de l'argent puis qui avaient la connaissance ont majoritairement quitté la Russie. C'est sûr, quand tu es dans un pays instable avec des choses qui sont désalignées, tu t'en vas dans des lieux plus sympathiques et plus confortables pour tes valeurs, pour ton savoir intellectuel, pour que tu puisses prospérer et avoir une vie tranquille aussi. C'est dans le bout du compte. Là. Indeed. Troisième sujet et dernier de la soirée. Celle-là, j'ai pas eu le temps de personnellement m'informer énormément là-dessus. Par contre, Sam a eu le temps d'écrire un article sur le sujet au complet sur Pivot, donc plug gratuite pour le travail journalistique de Sam. Donc, en gros, le forum 4chan a été piraté et on a des données qui ont été divulguées là-dessus. Raconte-nous ça, Sam. Ben oui, on dirait que 4chan est mort. Donc, c'est un... RIP. Le roi est mort, vive le roi. Là, il est mort. Là, je ne sais pas si on peut dire vive le roi. C'est sûr qu'une chose que... On va y arriver, là, mais pour résumer un peu l'histoire, le 14 avril en soirée, le site web était plus accessible. Puis il y aurait... Il faut peut-être qu'on décrive c'est quoi 4chan pour les gens qui ne sont pas chroniquement en ligne. D'accord. Donc, 4chan, c'est un forum, un image board pour le terme technique. Donc, en gros, c'est une copie de sites qui sont inspirés là, de la culture japonaise. Donc, il y a le 2chan qui était un peu son père, qui était un site où les gens partageaient du contenu en lien avec la culture japonaise, les animés, les mangas, etc. Un jeune adolescent trouvant que sur 2chan, il y avait peut-être trop de censure, il ne pouvait pas partager la pornographie qu'il voulait, a codé lui-même le site 4chan. Et c'était un peu... Tout ça pour de la pornographie? Principalement, là. C'est le moteur de l'Internet, là. Moi, je ne connaissais pas la genèse de 4chan, là. Là, j'apprends live. C'est l'effet domino de genre... de la porn. Un jeune qui voulait de la porn sketchy, genre le animés, collapse de la civilisation. Oui, c'est exactement ça. Donc, wow. Tu sais, ce site-là, c'est comme un site qui attirait quand même pas mal de trafic. À un moment donné, je pense qu'il y avait comme 20 millions d'utilisateurs par mois.
Puis en même temps, c'est un genre de site que je pense que beaucoup de gens ont jamais vu ou sont jamais allés, mais l'influence de ce site-là, par exemple, ils l'ont vu, sans probablement s'en rendre compte. C'est l'endroit où beaucoup de mimes sont nés. C'est un endroit un peu, c'était le Far West, un peu sur Internet, un endroit où il y avait très peu de règles au début. D'ailleurs, quand on postait sur, puis tu sais, j'ai jamais fréquenté 4chan personnellement. J'ai utilisé ça par la suite. Quand on postait là-dessus, puis qu'on n'était pas enregistré, puis la plupart des gens qui postaient n'étaient pas enregistrés, ça disait juste Anonymous. C'était anonyme quand tu écrivais. Fait que là, tu as comme plein de monde, puis c'est pas. Il y aura plein de posts de gens, puis c'est écrit Anonymous, 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 Anonymous. Ben justement, c'est là que le groupe de hacktivistes et de hackers est né, le groupe Anonymous, puis ça vient de ça, parce que ces gens-là, d'abord, organisaient des mauvais coups, genre, on va aller tous ensemble dans tel jeu pour enfants, puis faire des niaiseries. Puis à un moment donné, ils se sont attaqués à l'église de Scientologie. C'est un peu là que Anonymous s'est formé. Un peu fâché parce qu'il y avait un vidéo qui avait été diffusé de Tom Cruise là, qui vantait la Scientologie. L'église a essayé de faire retirer ça, puis a envoyé des mises en demeure. Les Anon ont vu ça comme une forme de censure. Fait que là, ils se sont mis à attaquer l'église de Scientologie. Par la suite, il y a eu, lorsque PayPal et d'autres compagnies financières ont décidé de retirer leur soutien à Wikileaks, il y a eu comme une espèce d'opération de vengeance pour venger Assange. Puis, donc, puis après ça, il y a eu toutes sortes d'autres faits d'armes de Anonymous au cours des années. D'ailleurs, ça a été bien le fun de relire un peu là-dessus cette semaine, dont ici au Québec, quand le gouvernement de Charest avait adopté la loi 73 là, qui interdisait les manifestations puis qui limitait le droit de grève, ben Anonymous avait attaqué des sites web. Fait que c'est très drôle de voir les anciens articles du Journal de Montréal là, qui parlent des 13 sites mis à terre, puis est-ce que c'est un acte terroriste et tout ça, là, c'était bien drôle. Malheureusement, 4chan, c'est pas juste comme des gentils Anonymous qui Robin des Bois là, qui attaquent les méchants. C'est aussi un lieu où beaucoup de choses très laides sont nées. Par exemple, un des sous-forums, parce qu'il y a comme des boards qu'on appelle, donc tu peux aller sur différents endroits. Le lieu, c'est R9K, R9K, qui était un peu le point de rassemblement des incels, donc des célibataires involontaires, un mouvement masculiniste, misogyne, qui a commis des attentats à quelques endroits, dont un à Toronto. D'ailleurs, le dude là, qui a tué un instant, là. 11 personnes à Toronto, là, il avait fait référence au sergent 4chan là, en allant faire son forfait. QAnon est né sur 4chan. Il a rapidement déménagé ses pénates. Là, après un mois à peu près, il est allé sur 8chan. D'ailleurs, il y a un super documentaire là, sur... je pense que c'est Crave là, qui le diffuse, ou que probablement, quand il a déménagé, c'est qu'il a changé, c'est que l'identité de Q a changé. Là, mais ça, c'est sujet pour un autre jour. Fait que le site où naissent toutes les théories de conspiration, sa prétendue mort serait aussi une conspiration. Tout est dans tout, hein. Mais vraiment, mettons les conséquences de ça, j'imagine que il y a personne qui est désanonymisé, il n'y a pas de... Ou est-ce qu'on a vraiment... Si les gens ont réutilisé leurs adresses Gmail ailleurs, je suis pas retourné voir aujourd'hui, mais probablement qu'il y a des gens qui vont essayer de les désanonymiser. Est-ce que ça s'associe avec des propos particuliers? Ben, c'est des administrateurs, c'est eux qui faisaient le ménage, là. Fait que, tu sais, fait que, pour l'instant, les gens n'ont pas fuité les données des utilisateurs at large. OK. Mais est-ce qu'il va y avoir une... Parce que il y avait vraiment accès à tout, là. Puis ils ont pu télécharger la base de données complète là, du forum. Là. Ils ont accès donc à les courriels. Parce qu'à un certain temps, là, 4chan mettait des règles pour poster, puis il fallait que tu mettes une adresse courriel. Tu étais obligé comme de t'identifier. Mais la question parallèle, puis un peu la suite, l'autre groupe plus extrémiste encore que 4chan, déjà c'est fascinant qu'un groupe extrémiste de la même lignée veut aller
bouffer un autre groupe extrémiste sensiblement en tout cas cousin, disons. Je trouve ça particulier. Y a-t-il des revendications particulières? Pourquoi le geste a été posé ou c'est gratuit comme ça? On avait du temps à perdre, puis pouf, c'est d'autres qui ont tombé? C'est un peu gratuit dans le sens que, tu sais, c'est une culture qui tourne beaucoup autour du troll, là, puis de juste faire chier les autres. Tu sais, c'est beaucoup ça. Une des choses qu'ils ont fait, c'est que je pense que c'est là, peut-être que je vais dire une fake news, là, mais je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, 4chan avait fait fermer un des boards, qui était le board QA, où toute une communauté de trolls et de gens s'étaient rassemblés. Puis, avant de comme tirer la plug du site, ce board-là a été remis en ligne. Fait que les pirates ont remis le board QA en ligne. Un peu comme une revendication de « Ah, c'est parce que vous nous avez fermé notre truc ». Les gens de QA, c'est eux qui ont formé le nouveau site, là, Soyjack, machin. Fait que c'est beaucoup c'est ça, là, c'est juste pour faire du mal parce que c'est drôle de faire du mal, là. C'est un peu cette culture-là sur ces sites-là. Puis pour eux, les autres sont plus assez radicaux. Je pense que 4chan, à un moment donné, a essayé de mettre une certaine limite sur certaines choses. Beaucoup des néo-nazis les plus convaincus ont migré vers 8chan, ou qui est devenu après 8kun. C'est là que Q était lui aussi. Tu sais, il y a eu, c'est ça, des migrations. À suivre. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir éventuellement des choses qui vont... Parce que c'est trop nouveau, en fait, pour qu'on ait vraiment de trucs, mais tu as raison que c'est clair qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de désanonymiser des choses. Ça, c'est quand même des gens qui avaient des propos controversés. Puis probablement qu'il y a des gens qui sont très curieux de savoir c'est qui les vraies personnes derrière ces propos-là. Ouais. Donc, puis il y a comme un mouvement de chasse aux sorcières aux États-Unis, fait que ce serait pas étonnant qu'il y ait des gens qui essaient d'exposer d'autres gens, puis qu'il y ait comme un effort plus grand que nature, ou plus grand qu'habituellement, de vouloir essayer de trouver qui est en arrière de ces différents éléments-là qui pourraient embarrasser, pour peu importe ce qui est en arrière, ou juste troller, parce que comme ça, tu dis, ils sont juste là pour être déplaisants, fait que je pense qu'ils vont juste essayer de dénomiser juste pour être déplaisants, là. Fait que la leçon du jour, c'est que vous êtes jamais vraiment anonyme en ligne. Vous n'êtes pas des niaiseries que vous voudriez pas soit associées à votre nom éventuellement. Puis utilisez pas le courriel de votre job pour vous inscrire comme modérateur. Ça, je pense que Ashley Madison aurait dû dompter bien des gens de pas faire ça, là, mais bon, clairement, ça n'a pas été le cas. Il y en a pas, ça n'a pas suffisamment dompté les gens, puis ça revient encore, là. Bref. Quelle histoire. Oui. Donc, une grande perte pour le web. Ouais, ça va te remplir par d'autres choses, de toute façon. Je pense, Sam, tu vis avec ton hazmat suit, tu vis dans ces zones les plus obscures d'Internet, là. Ouais, mais l'autre site, en tout cas, j'étais grave, ouais. Écoute, je suis allée voir la page d'accueil, je suis non. Non, merci. Non, juste la page d'accueil, il y avait un cartoon Nadi à l'accueil. J'étais comme, ça commence bien. Oui, non, c'est pas le beau de l'humanité, ces choses-là. Non. Bref. Merci, Nicolas d'être... Avant de terminer, j'aimerais ça que tu parles de la guerre d'information, ce qui passe en Chine. Juste un petit... On va y revenir, c'est sûr, parce que là, c'est juste un début d'une chose, mais juste pour être un peu plus léger pour terminer, là, parce que... OK. De façon générale, c'est toujours suspect quand tout d'un coup, l'algorithme commence à pousser un certain type de contenu insensément. Que t'as beau swiper, dire non, ça m'intéresse pas, boum, 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 le contenu continue. Puis c'est toujours un peu le même genre de message, mais par des centaines de nouveaux comptes que t'as jamais suivis de ta vie, que t'as jamais vu. Puis, un peu en réponse au tarif, en ce moment, il y a l'air de se passer quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux. Puis, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que il y a comme tout un univers autour du marché du luxe en ligne. Là, il y a comme un TikTok de luxury TikTok, là, puis pareil sur Instagram. Puis ce qui se passe, c'est qu'en réponse aux tarifs, il y a comme eu
un retrait de toutes les clauses de confidentialité par rapport aux fabricants, justement, qui sont derrière ces grandes boîtes de luxe-là. Puis, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a vraiment un mouvement de masse où est-ce qu'il y a des gens qui prétendent être les fabricants, là, être les owners d'usines de marques de cuir et autres produits de luxe, puis qu'ils disent « Ah, tu sais, ton Chanel que tu payes 4 000 $ aux États-Unis, laisse faire, c'est moi qui le fabrique en Chine, puis je peux te le vendre pour 150 $. » Puis ils sont en train de détruire, en fait, toute la perception autour de l'industrie du luxe, puis c'est vraiment massif en ce moment, ce qui se passe, là. Je le voyais sur Reddit aussi dans les forums qui sont dédiés un peu au luxe. Il y a beaucoup d'Américains en ce moment qui se disent « Wow, est-ce qu'on surpaye? » Puis là, en plus, avec l'annonce des tarifs, tout le monde s'imagine que ces choses-là vont coûter encore plus cher. Puis cette idée-là d'aller chercher directement à la source. Puis c'est quand même intéressant comme stratégie de revanche, en fait, là, de carrément dire « Ah ouais, tu veux mettre des tarifs, je vais détruire toute ton industrie du luxe. » Puis là, je dis luxe, mais c'est pas juste l'ultra-luxe, là, c'est même les marques comme North Face ou des marques un peu plus consommateurs grand public, qui se font accuser, en fait, là, de surcharger à leurs citoyens les produits. Et la Chine se présente un peu comme le héros qui va permettre aux gens d'accéder à cette magnifique qualité de produits-là en bypassant un peu les... Puis c'est super intéressant de voir parce que les gens embarquent, les commentaires sont là-dessus. Il y a des blogueurs que je suivais dans l'industrie du luxe, qui sont des blogueurs légitimes, qui sont comme « Oh my God, voir que j'ai fait ça ». Il y a tout le concept de DHgate qui embarque là-dessus. C'est vraiment intéressant à suivre comme truc. Puis je le vois vraiment comme une attaque par le contenu, là. C'est un effort de déstabilisation au niveau local là-dessus. Bref. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? J'assume que t'es sur TikTok de luxe, toi aussi. Oui, à tous les jours. Moi, je ne suis que là-dessus. Non, mais je trouve ça intéressant de façon globale, comment la Chine, puis c'est pour ça quand on parlait un peu en pré-show, puis je trouve ça intéressant, en tout cas, du moins, vaguement l'aborder à la fin, parce que c'est pas la première stratégie de déstabilisation que la Chine fait depuis le début de l'année. C'est sûrement pas la dernière. Là, on en parle parce que ça se passe là. Quand on va réenregistrer dans un mois, j'ai hâte de voir où ces choses-là vont en changer. Puis toi, de ton univers, parce que tu étais plus le public cible que moi, comment tu vas voir ces choses-là? Il y a peut-être même dans moi où je suis un public cible, va peut-être être ciblé par ce genre de choses-là éventuellement. Fait que de voir ça évoluer, c'était intéressant, mais juste de garder un œil léger sur ça. Oui. Puis je dire, et que les gens s'étonnent que c'était fait en Chine puis on était surchargés. Bon. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont... Mais c'est parce qu'il y a quand même des marques de luxe qui claiment que leurs produits sont faits, mettons, en Italie ou quoi que ce soit. Puis finalement, quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'il y a quelques produits forts qui sont effectivement produits en Italie par des artisans, mais que tout le reste qui est pas fort est produit dans une usine en Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les vidéos suivent systématiquement le même format. C'est toujours un peu... un fabricant que la voix est traduite par un IA, fait que la voix est toujours un peu weird par-dessus le voice-over. Puis c'est vraiment comme la personne qui est dans l'usine, qui montre son coworker qui est en train de faire le faux sac Hermès en prétendant, en expliquant la provenance des cuirs, la provenance des matériaux, le fait qu'ils utilisent la même chose. Puis bien entendu, le lien pour commander directement et bypasser Mais c'est ça, c'est intéressant, cette campagne de déstabilisation-là. Oui. Puis on va en voir d'autres, c'est pas... Puis on a la chance ou la malchance de voir ça live devant nous. Puis je pense qu'on va devoir y revenir régulièrement. Puis ça, je faisais juste un clin d'œil à la fin sur ça, parce que moi, je trouve ça drôle que ça soit ce marché-là qui soit ciblé, mais c'est pas fou en même temps comme signal d'avertissement. Tu sais, c'est un coup de semence pour dire « Hey, calme-toi, parce que ça peut être pire après ». Et je trouve ça intéressant de jeter un œil là-dessus. Là. Et d'être vigilant pour l'avenir aussi. Bon, définitivement, mais oui, puis justement, de façon générale, sur n'importe quoi, là, si tout d'un coup, votre algorithme a l'air d'insister vraiment fort sur le même genre de contenu de vidéo, que c'est des contenus qui provoquent une réaction émotionnelle, définitivement, c'est un signe généralement qu'il y a peut-être quelque chose de coordonné là, qui est en train de se passer, une petite coordination de messages, puis qu'on devrait définitivement s'interroger sur la provenance et les raisons derrière tout ça. All right! Donc, sur ça, c'est ce qui conclut notre collaboration sur les objets de luxe. Sur, ouais. À savoir, by the way, les produits counterfeit, ça finance le crime organisé, donc même si c'est tentant pour certains d'acheter, il y a quand même un coût là, sociétal au final à travers tout ça qui en vaut peut-être pas la chandelle. Donc,
Parfait. Donc là-dessus, on se dit à la prochaine pour refaire un tour du chaos actuel au niveau de l'actualité. Et aux auditeurs, merci de votre présence et n'oubliez pas de supporter le balado en parlant autour de vous, en mettant des étoiles, des petits plus. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se dit merci et à la prochaine. Bonne soirée. Merci.